Cet été, Réinfo Québec a décidé d'entreprendre une série de conférences. Nous sommes maintenant à Gatineau pour la 9e de cette série de 12 conférences dans différentes régions du Québec. On voulait que les conférenciers rencontrent les gens, puissent livrer leurs sujets à ces personnes-là, mais surtout on voulait que les personnes se rencontrent, fassent du réseautage, restent connectées dans leur région et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Cette tournée de conférences s'avère très réussie. Elle a été remplie. À chaque fois, nous avons été complets et les gens sont vraiment satisfaits. On est vraiment heureux. On se rend compte que les gens ont besoin de ça, ont besoin de se regrouper, de peut-être construire des choses ensemble, de fonctionner dans notre monde, d'améliorer ce qui peut l'être, de développer de l'entraide davantage, d'aller plus vers les gens qui sont plus isolés. Là, les gens veulent reprendre leur pouvoir en main puis faire de notre monde quelque chose qui est plus viable, qui est plus intéressant à vivre. Il y a des régions où il y a déjà beaucoup de projets qui se font, beaucoup d'initiatives citoyennes. Les gens qui organisent ces conférences-là, les conférenciers qui viennent, ils sont très heureux de faire ça parce que pour eux autres, c'est une façon aussi de sortir de l'impuissance. On n'est pas impuissant, on a un pouvoir, puis on a le pouvoir de parler, puis on a le pouvoir de partager puis d'échanger. Il y a beaucoup de dysfonctions et on les met à jour actuellement, les dysfonctions sociétales, systémiques. Chacun des systèmes, le système judiciaire, le système économique, le système d'éducation, le système de santé. En fait, tous les systèmes sont à réviser. Le système politique aussi est à réviser autour de comment on fait pour avoir quelque chose qui est plus fonctionnel, qui mène à une meilleure vie en communauté et non pas vivre sous l'emprise de la peur, de la domination, de l'intimidation, de la persécution, de la division, de la polarisation, ce qu'on a nourri depuis 3 ans, ce que notre gouvernement a nourri depuis 3 ans. Et reprendre confiance dans l'humanité, reprendre confiance dans notre capacité de faire face aux différents défis auxquels on a à faire face, qui peuvent être écologiques, qui peuvent être énergétiques, comment mieux vivre les uns avec les autres et puis comment aussi réduire les écarts entre les riches et les pauvres qui sont rendus absolument scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, comment on permet à chaque humain de vivre, de se développer, de s'émanciper, de se libérer de ses peurs éventuellement. C'est un peu le thème que je vais aborder ici aujourd'hui. Ce qui est toujours intéressant dans ces rencontres-là, c'est la mise en lien. C'est d'abord la mise en lien. C'est ça notre intention première, c'est de mettre les gens en lien, c'est briser l'isolement dans lequel on a été plongé. Puis essentiellement, c'est de voir qu'il y a des gens qui se retrouvent, qui ne se connaissaient pas, qui ne savaient pas qu'ils étaient plutôt des dissidents ou des gens des résistants, des gens qui n'ont jamais renoncé à prendre des décisions pour eux-mêmes, qui n'ont pas laissé les gouvernements prendre des décisions à notre place ou pour nous autres, qu'on se donne encore l'autorisation de réfléchir à ce qui se passe, puis comment on fait pour se garder, préserver notre intégrité et puis la défendre aussi. Parce que ce qui se passe, c'est quelque chose d'inédit. On n'a jamais vu ça. Imposer une substance qui est expérimentale, qui n'a jamais été utilisée pour les humains, puis imposer ça pour garder son lien d'emploi comme si toutes les compétences qu'on a développées, son utilité sociale, n'avaient plus aucun rôle, n'étaient plus du tout considérées. C'est le statut vaccinal qui te permet de garder ton emploi indépendamment de ta compétence, de ton utilité sociale. C'est absolument aberrant. En tout cas, c'est du jamais vu pour moi. Et je pense qu'on a basculé dans quelque chose de très dangereux. Et puis, il faut restaurer les liens, réconcilier, et puis peut-être changer beaucoup de règles sur le plan légal qui ont permis justement la mise en place d'un système toxique, d'un système d'abus politique, dirigé par décret pendant presque 3 ans. Alors, ça n'a aucun sens. On est arrivé là parce que l'utilisation de la propagande est un outil, en tout cas, moi, ça a été ma grande découverte, le pouvoir de la propagande quand les médias de masse disent tous la même chose. Il y a une seule solution, c'est la vaccination, comme si le système immunitaire n'existait plus. Alors, on nous a vendu des idées complètement délirantes
complètement inexacts. Et puis, quand on se permettait juste de poser quelques questions, on était tout de suite taxé de complotistes. Ça s'est mis en place dans tous les pays. McKinsey qui a eu un rôle, qui a joué un rôle vital dans la mise en place. Et puis, ils savent sur quel piton peser, le piton de la peur, parce que c'est l'émotion la mieux partagée par l'humanité, c'est la peur. La peur de la mort, la peur de la souffrance. Et ils ont utilisé ça à mauvais escient, comme pour effrayer les gens, pour après ça imposer quelque chose, qui faisait l'affaire évidemment de Big Pharma, qui a ramassé des milliards de dollars suite à ça. On a fait de la mauvaise science, puis on a trafiqué la science, piraté la science, parce que la science, c'est l'art de douter, c'est pas l'art d'imposer, c'est l'art de questionner, c'est pas l'art de répondre. C'est l'art de questionner les réponses plutôt que répondre aux questions. Mais on a complètement détourné la science de son objet fondamental. Je pense qu'il y a de plus en plus de médecins qui voient qu'il y a quelque chose de tragique qui est en train de se passer. C'est très difficile de s'exprimer. Puis je ne juge pas les jeunes collègues. J'aurais été jeune, je ne sais pas ce que j'aurais fait, ce que j'aurais pu dire, ce que je me serais autorisé à dire si mon ordre professionnel était menaçant, intimidant, puis me risquait de me faire perdre mon droit de pratique. J'ai des enfants à faire vivre, j'ai une hypothèque à payer. Menacer les médecins qui osent prendre la parole alors que c'est leur droit, c'est leur devoir de prendre la parole quand ils voient qu'il y a quelque chose de dangereux qui se met en place. Essayer de défendre, d'être à la défense de leurs patients. Et puis, ils ont été complètement disqualifiés puis écartés du discours. Alors, c'est d'abord au niveau du collège qu'il faut agir, puis après ça, les médecins vont prendre la parole. Le Collège des médecins se décrit comme une organisation qui non savante. C'est pas une organisation savante. C'est-à-dire les organisations savantes, c'est l'INES, c'est l'INSPQ. C'est eux autres qui ont des experts patentés, qui ont droit de parole, puis qui prennent des décisions. Puis eux autres considèrent qu'ils ne sont pas... Mais c'est quand même les spécialistes, les experts du code de déontologie. Puis le code de déontologie, au cœur du code de déontologie, il y a primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Et ça, là, ils doivent défendre ça bec et ongle. Et en sachant qu'on pourrait peut-être nuire avec une substance qui a été mal évaluée, qui a été précipitée, il n'y a pas de groupe témoin qui a été préservé, il a été supprimé le groupe témoin, donc pour faire le groupe de contrôle, le groupe placebo a été supprimé, ce qui fait que 2 ans, 3 ans plus tard, on ne peut pas voir, on n'aura pas accès. C'est comme tout a été piraté de façon à imposer un agenda vaccinal, qu'on appelle vaccinal alors que c'est une thérapie génique. Et ce n'est pas du tout un vaccin tel qu'on les a considérés auparavant. On a changé la définition de vaccin, d'ailleurs, à cet effet-là. Alors, il y a plein de choses qui ont été mises en place, tout croche, pour pouvoir imposer un agenda vaccinal aux gens, pour après ça imposer le code QR, donc l'identité numérique qui s'en vient. Donc, il y a une tentative d'imposer quelque chose, de dire aux gens comment vivre, quoi faire, quoi ne pas faire, puis vouloir l'obéissance de la population. Donc, l'infantilisation de la population, la déresponsabilisation, c'est nous autres qui prenons la responsabilité de la décision. Non, c'est ma santé, c'est mon corps, je dois reprendre possession de ma capacité de dire oui ou de dire non, sans être sanctionné, sans être intimidé. Puis ça, c'est le fait de pouvoir prendre une décision libre et éclairé. Libre, c'est-à-dire sans se faire imposer un agenda ou des pertes d'emploi, des pertes de droits. Est-ce que j'ai espoir que le gouvernement puisse changer, que les gens qui sont au pouvoir puissent changer? Pas vraiment beaucoup d'espoir à ce niveau-là, mais j'ai beaucoup d'espoir dans la population. Les changements viennent rarement des gens qui sont privilégiés, qui profitent d'un état de fait. Alors, ceux qui vont être le moteur de la transformation, c'est la population.
Il n'y a pas eu aucune critique de la part des journaux. Comment ça se fait que les journaux ne critiquent pas? Puis toute la pression sociale qui s'est exercée sur nos jeunes, c'est absolument du délire. Moi, je pense que ça prend un éveil collectif, puis l'éveil collectif commence par des individus. C'est au niveau de l'individu qu'il faut travailler. Si on pouvait travailler avec les médias de masse, on le ferait. On les a invités souvent, mais ils sont là juste pour imposer un agenda, une façon de penser, la doxa, la solution unique, safe and effective, c'est sécuritaire et efficace, la vaccination. On n'avait pas d'autre choix, pas d'autres possibilités. Mais oui, il y en avait d'autres. Il y a toujours d'autres possibilités. Quand on dit il y a une solution, c'est celle-là, on est dans le trouble. Il y a toujours plusieurs solutions à chacun des problèmes. Une dépression, ça ne se traite pas juste avec des antidépresseurs. Des fois, c'est en changeant de partenaire amoureux. Des fois, c'est en changeant qui peut être toxique, en changeant d'emploi, si l'emploi ne respecte pas notre éthique, notre système de valeurs, par exemple. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs solutions à chacun des problèmes auxquels on a à faire face. Quand on nous dit qu'il y a une solution, on est dans le mensonge. Il y a de l'espoir parce que la vérité finit toujours par gagner. Puis les valeurs fondamentales des humains, là, c'est faire la différence entre le bien et le mal, entre les choses qui ont de l'allure, le respect puis l'abus de pouvoir. Puis on veut travailler, moi je veux vivre dans un monde où le respect de la décision, le respect du choix de la personne est primordial puis est respecté justement. Alors voilà, c'est à chacun à devenir respectueux des décisions des autres aussi, pas vouloir imposer mon agenda, pas plus que le gouvernement, mais informer pour que les gens puissent prendre des décisions libres et éclairées. Voilà. Je fais partie du comité scientifique indépendant de Réinfo Québec, qui est une mine d'or d'informations de santé et de bien-être pour la population. J'aimerais qu'il y ait plus de gens qui entendent la vraie information, celle qu'on n'entend pas dans les médias mainstream. Pendant 34 ans, j'ai été fonctionnaire professionnel au gouvernement du Québec, conseiller en production statistique. Et donc, des statistiques qui nous ont présentées depuis 3 ans, je peux les analyser et je peux voir lorsqu'il y a des biais. Il y a certains politiciens que je pense qu'à un moment donné, ne peuvent plus continuer à se mettre la tête dans le sable et ils deviennent dans une situation tellement inconfortable qu'ils vont, petit à petit, je pense qu'ils peuvent s'éveiller. J'ai travaillé au Conseil national de recherche pendant 35 ans. J'étais également professeur associé au département de microbiologie à l'Université de Montréal où j'ai participé à la formation d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. On a nié l'importance de l'immunité naturelle dans une infection respiratoire qui est au coronavirus, comme si l'immunité naturelle n'avait aucune espèce de rôle à jouer là-dedans et que tout devait être misé sur une intervention technologique qui est la vaccination avec les vaccins géniques. Les scientifiques, par formation, on essaie d'être rigoureux, on observe les choses, on regarde ce qui se passe et on se pose des questions. La question principalement que je me suis posée concernant le vaccin, c'est, étant donné qu'il n'y avait jamais eu de vaccin digne de ce nom ou de vaccin commercialisé pour n'importe quel coronavirus, que ce soit humain ou animal, comment pouvait-on espérer qu'avec ce type de virus-là pour lequel développer un vaccin est extrêmement difficile, n'a jamais été démontré dans le passé, comment pouvait-on espérer qu'un vaccin rapidement développé et déployé avec une technologie, ARN messager par exemple, pour lequel il n'y avait jamais eu une démonstration d'efficacité pour une maladie infectieuse, comment pouvait-on espérer obtenir un vaccin qui serait efficace, qui remplirait les attentes qu'on nous avait fait miroiter? Ça va demander une prise de conscience citoyenne de tous les gens. Comme mon collègue Robert Béliveau l'expliquait, il faut vraiment reprendre son pouvoir sur sa santé. Ça nous demande de nous renseigner davantage sur ce que les autorités de santé ou le corps médical nous proposent comme solution et également de poser des questions. Maintenant,
les gens qui n'ont pas nécessairement le temps ou l'expertise pour faire ce genre d'analyse-là doivent se fier aux institutions gouvernementales, aux institutions de santé. Et là, il y a comme eu une dérive ou un dérapage dans l'information, dans ce qui a été communiqué aux gens pour que les gens puissent vraiment comprendre et peser le pour et le contre. En fait, dans le cas de la vaccination, comme dans le cas de toutes les mesures sanitaires qui ont été proposées pour conjurer la pandémie au coronavirus, au COVID-19, ce qui a cruellement fait défaut, à mon sens, c'est une analyse proportionnée et rigoureuse de la balance des bénéfices et des risques pour chacune des interventions. Et dans le cas du vaccin, c'est clair, à mon sens, après toutes les analyses qui ont été faites là-dessus, que j'ai entendu des témoins au cours de la Commission nationale enquête citoyenne sur les mesures de la COVID, que la balance des risques n'était pas du tout positive pour les gens. Moi, la question concernant les mandats vaccinaux, c'est une question qui est très délicate parce que ce n'est pas une question scientifique, c'est une question qui est beaucoup plus politique. Le fait qu'on oblige, pour toutes sortes de raisons, une cédule de vaccination ou dans le cas de la COVID, qu'on a rendu obligatoire sous peine de sanctions sévères, perdre son emploi ou se faire exclure des activités sociales normales, de voyager, de pouvoir être libre d'aller dans différents endroits, c'est quand même une pression sociale qui est énorme concernant la vaccination, qui ne m'apparaît pas justifiée parce qu'on savait d'entrée de jeu, on aurait dû savoir que ces vaccins-là n'empêchent ni l'infection ni la transmission. Donc, la seule justification, c'est pour protéger sa santé personnelle d'éventuelles séquelles de l'infection. Et là, ça s'évalue au cas par cas en fonction du risque de chaque individu qui est extrêmement variable en fonction de son âge et conditions de santé. Donc, c'est inconcevable qu'on mette autant de pression pour forcer les gens à prendre un vaccin dans ces conditions-là. Comment est-ce qu'on peut, à l'avenir, éviter que ça se reproduise? Bien, je pense qu'il va falloir qu'on songe très sérieusement à réformer notre manière de fonctionner. D'abord, au niveau de l'organisme réglementaire qui est Santé Canada, qui a autorisé le déploiement des vaccins, le processus d'autorisation, qui, dans le fond, est basé sur une espèce de consensus scientifique d'experts qui sont sur ces comités-là, qui, malheureusement, dans plusieurs des cas, ont des conflits d'intérêts notoires. Donc, est-ce que leur opinion est vraiment libre de toute contrainte, de tout intérêt? Les gens qui ont fait l'analyse et arrivent aux mêmes conclusions que moi, il y en a plusieurs qui ne sont pas sentis suffisamment rassurés de s'exprimer parce qu'on a vu que les sanctions pour les gens qui s'exprimaient à l'encontre de ce qui était promu par la santé publique et par le gouvernement étaient relativement sévères, que ce soit au niveau personnel, au niveau social, au niveau de leur emploi, et toutes les attaques qu'on a vues par les ordres professionnels qui ont vraiment été... Et c'est pas terminé, on voit encore qu'il y a des médecins qui sont devant l'Ordre des médecins en Ontario, par exemple, et qui sont poursuivis parce qu'ils ont osé poser des questions puis ont osé utiliser des traitements qui n'étaient pas autorisés par les autorités, alors qu'un médecin, normalement, est parfaitement en son droit d'utiliser des traitements qui sont autorisés. Donc, en pratique, il les utilisés qu'on appelle hors indication. Si ce médecin-là, d'après son jugement, puis d'après ce qu'il peut comprendre de la littérature, arrive à la conclusion que c'est possible que ce traitement-là fonctionne. Mais là, ce genre de traitement-là a été sévèrement réprimé, sévèrement encadré. Et donc, les autres qui s'aperçoivent de ce genre de traitement qu'on fait aux gens qui expriment une opinion divergente, ça les refroidit de s'exprimer et dans certains cas, ça les refroidit même d'y réfléchir parce que si en y réfléchissant, ils arrivaient à la conclusion que ce qui est proposé par le gouvernement n'est pas scientifiquement fondé, il y aurait une décision difficile à prendre. Est-ce que j'ai espoir qu'on revienne à une manière de fonctionner qui est plus rationnelle et qui est plus fondée sur la démarche scientifique? Absolument. Parce que je connais énormément de chercheurs qui ont une formation puis une rigueur pour
appliquer la méthode scientifique. Il faut simplement, enfin c'est un gros défi, il faut que les institutions, les organismes subventionnaires leur fournissent un encadrement dans lequel il n'y aura pas un prix exorbitant à payer pour proposer des domaines de recherche ou des questions scientifiques qui déplairaient au pouvoir en place. Si on change cette donnée-là, si on crée un environnement où la liberté de faire de la recherche, la liberté de penser, la liberté académique revient à l'ordre du jour, revient à l'agenda, c'est possible. Et si on ne fait pas ça, il va y avoir un prix à payer à moyen puis à long terme qui est qu'on ne peut pas découvrir les choses si on empêche les gens de penser, puis si on empêche les gens d'explorer des pistes qui ont besoin d'être explorées. Dans la situation qu'on a traversée dans les 3 dernières années, il y a eu quand même un certain nombre de messages qui étaient clairement incohérents et que des gens rationnels ou des gens intuitifs qui ressentent dans leur fort intérieur qu'il y a dans l'histoire qu'on nous présente quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas cohérent, que ces gens-là, d'abord et avant tout, commencent par écouter leur propre voix intérieure et ensuite partagent cette voix-là avec d'autres personnes avec lesquelles ils vont pouvoir dialoguer puis élargir cette discussion-là. Je suis venue écouter les conférenciers aujourd'hui parce que, juste pour me valider que j'avais pris les bonnes décisions, qu'on s'en va vers un avenir meilleur, qu'on doit s'organiser pour aller chercher peut-être un peu plus de détails sur certains sujets comme ce qu'il y a dans les vaccins, qu'est-ce que ça fait à long terme, qu'est-ce que ça peut faire à long terme, parce qu'il n'y a pas de certitude, mais juste de se faire valider ça par des professionnels, ben ça nous donne des outils quand on parle avec quelqu'un d'autre. Des fois, on ne sait pas quoi répondre. On ne sait pas comment s'y prendre, puis à écouter ces gens-là qui sont dans leur domaine, avec leur façon de nous l'expliquer, ben ça nous permet d'être mieux outillés pour parler aux gens. Notre corps, c'est une machine extrêmement puissante. Elle peut s'auto-guérir de plein de façons, puis on a oublié ça au fil du temps. Aller chercher l'information, fouiller, poser des questions. Restez pas inerte. J'ai fait un dépliant sur le traité international de l'OMS pour les prochaines pandémies que j'ai amené ici aujourd'hui. J'essaie d'informer les gens. C'est tellement une grande cause là, que je trouve que c'est important qu'on en parle, même si ça a l'air d'être un sujet qui n'est pas trop parlable. Ils savent de quoi ils parlent, là, donc ils ne sont pas en train de parler à travers de leur chapeau. Et puis, c'est juste le fun de pouvoir, premièrement, parler avec eux autres, là, personne en personne comme ça, étant ici, puis de tout le travail bénévole qu'ils font à travers le Canada aussi, c'est très important. Pour le futur, j'espère qu'on vit dans un monde où chacun ait assez de confiance en soi pour pouvoir parler avec les autres avec compassion et compréhension pour que les besoins de tous soient comblés en même temps. C'est pas les besoins de certains puis on ignore les autres. Tout le monde, on peut s'accorder ensemble si on réalise qu'est-ce qui est important pour tous, sans que personne ait des compromis à faire. Les comportements que nos dirigeants ont eus avec la population, ils sont questionnables. Il faut faire attention pour ne pas rester dans des certitudes, être à l'écoute, pas condamner les gens qui se posent des questions, parce que c'est peut-être ces gens-là qui vont finalement peut-être aider à comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Pour qu'on arrive à avoir une meilleure gouvernance, c'est qu'il faut commencer à prendre soin les uns des autres. Présentement, on assiste à un problème peut-être de classe. Il y a des gens qui ont des moyens économiques beaucoup plus forts, beaucoup plus grands que d'autres personnes. Et ils continuent à vivre comme si de rien n'était, sans s'apercevoir qu'on vit dans une société où il y a tellement de différences entre les possibilités des individus. Et c'est parce qu'il y a des individus qui en veulent peut-être un petit peu trop pour eux.
Puis il faudrait être capable de mieux partager, avoir des meilleures relations entre les gens, puis comprendre que souvent, les problématiques de certaines familles, de certains individus viennent du fait qu'il y a beaucoup d'égocentricité et qu'on vit peut-être dans un système de capitaliste hard, alors qu'on pourrait vivre dans un système capitalisme un peu plus soft. C'est très important de créer de la joie de vivre, de créer de l'harmonie, de créer de l'amour entre nous et de se respecter. Et j'aurais un message pour nos dirigeants, c'est de cesser d'infantiliser la population. Nous sommes éduqués, nous sommes des adultes, nous pouvons prendre nos décisions et nous allons probablement prendre les meilleures décisions pour nous-mêmes que les gouvernements pourraient le faire. C'est plus urgent que jamais de s'impliquer en tant que citoyen à tous les niveaux et de faire une différence pour essayer de faire changer les choses localement, même si elles sont très fortes au niveau international et que nous devons comprendre un peu comment se passe la politique internationale. Je pense que nous devons revenir au niveau local et agir localement. De fil en aiguille, je me suis impliquée davantage, non seulement à prendre les centaines de courriels que nous recevions de gens en désespoir, des gens que nous avons beaucoup aidés, mais je me suis impliquée aussi à faire les conférences, les panels, la coordination. Dans l'équipe de base, j'ai animé des Zooms avec les médecins et j'ai rencontré des gens vraiment, vraiment intéressants. Je suis très contente que Réinfo Québec existe, qu'une organisation comme celle-là existe. Elle est complètement bénévole. Et si vous avez envie de nous aider d'une certaine façon, n'hésitez pas à faire des dons ou à nous écrire pour nous donner vos qualifications comme bénévole. Nous serons heureux de recevoir de vos nouvelles.